Bonjour à tous, bon dimanche. Le 6e tour de la Coupe de France de football se déroule ce week-end. Malheureusement, le modeste club d'Espaly n'a pas pu créer la surprise hier soir. Au stade Lafayette, au Puy-Moulin, l'a logiquement emporté 2-0. Vous allez voir un des buts grâce aux images de Pascal Félix. On y reviendra plus en détail, c'est promis, ce soir dans le 19-20 avec Fabien Gandillon. En rugby, à Clermont-Ferrand, l'ASM s'est imposé sur un score serré 36-29 face à Brive. Un résultat un peu poussif face à des Corésiens qui ont mérité leur point de bonus. C'était tout de même la 70e victoire consécutive des jaunes et bleus à la maison. Là aussi, compte rendu détaillé, toujours avec Fabien ce soir, dans le 19-20. Et on reste dans le rugby, sachez-le, en D2. Aurillac accueillait Agen hier soir. Le 15 aurillacois savait qu'il s'attaquait à du lourd avant le choc samedi prochain contre Lyon, leader au championnat. Aurillac qui a fait preuve de lucidité en inscrivant le seul essai de la rencontre, score final 25-21. Là aussi, vous aurez, c'est promis, toutes les images à 19h. Dans l'actualité en Haute-Loire, un important incendie a ravagé une partie d'une exploitation agricole près de Craponne-sur-Arzon depuis 15h hier après-midi. Le bilan est lourd. Malgré l'intervention d'une cinquantaine de pompiers, 1000 mètres carrés d'exploitation agricole sont partis en fumée. 12 génies sont péris dans les flammes. Les secours ont craint une possible explosion d'un silo à grains à proximité de l'incendie. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes à déplorer. Et puis cela ne vous a sans doute pas échappé, la maison d'Albert Londres risque de disparaître et pour la sauver, une association s'est montée et fait de la collecte de fonds sur Internet. Ça s'appelle le crowdfunding. Explication avec Christian Darneville et Fabrice Dutrio. Elle est rarement ouverte et peu nombreux sont ceux qui en franchissent le seuil. Depuis plus de 20 ans, la maison natale d'Albert Londres n'est qu'un vaste chantier interrompu. On a commencé les travaux bien sûr et puis le propriétaire, il m'a envoyé un chèque sans provision. Donc à ce moment-là, j'ai arrêté complètement les travaux. Tout commence en 1991 lorsque l'actuel propriétaire lance les travaux, réfection des dalles ou consolidation des ouvertures, mais il ne paie rien. L'entrepreneur saisit la justice, vente aux enchères en 1995, vente qui ne sera jamais honorée. Depuis, le maçon attend toujours l'argent et la maison dépérit. En 2009, une association se crée et décide de la racheter, de la réhabiliter et d'en faire non pas un musée, mais une maison d'écrivains. Des objets d'Albert Londres, il n'y en aura pas ou très peu. On a le piano d'Albert Londres, enfin le piano qu'Albert Londres avait offert à sa fille, celui-ci on l'a, quelques objets. Mais ce qu'on veut surtout, c'est recréer une ambiance. C'est-à-dire que le visiteur sera plongé dans l'ambiance et dans l'atmosphère dans laquelle Albert Londres vivait ses reportages. Les 80 adhérents de l'association lancent des appels à dons, mettent en vente cartes postales et bandes dessinées et créent l'an dernier un fonds de dotation pour acquérir la maison. Aujourd'hui, ils disposent de 50 000 €. Il leur en faudrait 75 000. Ils décident d'aller chercher le reste sur Internet via une plateforme participative Ulule. Le projet a été lancé au début du mois. Il faut franchir un cap. À partir du moment où on a franchi les 30%, on voit que tous les projets à ce moment-là se mettent à galoper. Et puis dans les derniers jours, c'est la dernière ligne droite. Pour le moment, les internautes ont promis d'apporter près de 20% de la somme. Si l'opération réussit, la maison natale d'Albert Londres pourrait renaître dès l'an prochain, 130 ans tout juste après la venue au monde du journaliste. Voilà, et puis cela ne vous a sans doute pas échappé. Nous sommes passés à l'heure d'hiver cette nuit. Si vous avez dû régler votre montre ce matin, à Lavoine, ils n'ont eu qu'à enlever une boule. Depuis 13 ans, une horloge à boule et à haut trône au milieu du village. Regardez les explications de Laurence Couvrant et Arthur John. À la 4e boule, il sera exactement 14 h. Ici, pas d'aiguille pour indiquer les heures et les minutes, mais 27 boules déplacées par la force de l'eau. C'est le débit régulier de la pompe qui assure sa ponctualité. La chute de l'eau va entraîner cette roue à aube qui à son tour entraîne une courroie avec une poulie. Et cette poulie va permettre la rotation de ce bras qui, toutes les minutes, va venir chercher une bille dans ce casier pour la déposer dans la goulotte que vous avez tout en haut. Grâce à un circuit de gouttière, la boule se positionne sur un des 3 casiers qui affichent l'heure et les minutes. On regarde donc le chiffre qui correspond à la dernière bille. Ici, on a la bille en face du chiffre 2 qui nous indique donc qu'il est 2 heures. Ensuite, il faut regarder les minutes qui sont indiquées de 5 en 5. Donc la dernière bille est en face de 25. Il est 2h25 et il reste une bille en haut, 2h26.
Conçue à l'école du Bois d'Épinal, l'horloge a été rachetée par la commune de Lavoine d'où était originaire un des élèves. L'objectif, attirer les curieux. L'objet insolite existe qu'en 3 exemplaires. Les 2 autres horloges se situent à San Francisco et Munich. Pour le passage à l'heure d'hiver, il n'y avait qu'une boule à retirer. À quelle heure déjà ? À 2h du matin. 3h du matin. 2h du matin. 2 heures ou 3 heures. De toute façon, ici, le changement d'heure se fait tous les matins puisque l'horloge est éteinte le soir. Voilà, et pour tout savoir sur l'histoire du changement d'heure, rendez-vous sur auvergne.france3.fr où on vous raconte cette histoire qui passe par Valéry Giscard d'Estaing. Le 12-13 se poursuit avec Marine Le Pen comme